Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du général Beaufre, de son parcours et de son empreinte sur la stratégie française et occidentale, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau le général de division Hervé Pierre, général commandant les services des officiers généraux, historien également, auteur d'une thèse sur le général Beaufre, devenu un ouvrage paru il y a quelques semaines aux éditions Perrin, le général Beaufre, père de la stratégie française. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour. Je peux préciser, en effet, ça fait bien longtemps que vous n'êtes pas passé par ce micro, mais il fut un temps où c'était plus régulier, puisque vous avez été d'abord l'un des tout premiers militaires à intervenir dans le Collimateur. Vérification faite, vous avez été le second, après, mais ça n'étonnera personne, l'inénarrable Jean Michelin, pour parler à l'époque de plein de choses, de commandement, de Centrafrique, de voyage au bout de l'enfer aussi, sur lequel vous avez fait un épisode dans le bunker. Et donc assez peu, en fait, de ce qui occupait pas mal de votre temps, de vos soirées déjà pourtant bien remplies, puisque vous aviez une carrière d'officier à côté, à savoir le général Beaufre, même si on en parlait un petit peu à la fin de l'épisode. Et voilà, c'est un livre qui est sorti, c'est une biographie qui est extrêmement agréable à lire et extrêmement intéressante sur une figure qui est mal connue, enfin connue, et en même temps pas si connue que ça. Je vais vous citer ailleurs, vous écriviez souvent cité, mais peu lu. Ce qui est tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, c'est une figure, si ce n'est incontournable, au moins qu'on rencontre souvent, et dans lequel je ne suis pas sûr qu'on entre très souvent dans la substance, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et en même temps, il y a aussi un parcours à travers le XXe siècle et les affres et les évolutions des armées françaises, qui est tout à fait passionnant. Et donc je trouve que c'est un épisode qui convient assez bien à l'été qui commence, c'est-à-dire prendre le temps de se plonger dans une œuvre et un auteur assez marquant pour la pensée militaire et stratégique française, de rien de moins que le père de la stratégie française, selon le sous-titre, et donc vous, et que vous avez étudié de près. Donc c'est peut-être la première question quand même à vous poser. Pourquoi avoir choisi Beaufre et pourquoi en avoir fait aussi une thèse d'histoire ? Alors merci beaucoup déjà de m'accueillir une nouvelle fois sur le plateau du Collimateur. Je suis ravi d'être ici ce matin pour parler effectivement d'un sujet qui m'a quand même occupé intensément plus d'une dizaine d'années, pour pas dire plus, parce que j'ai découvert l'introduction à la stratégie, qui est le livre phare du général Beaufre, il y a bien longtemps. J'étais lieutenant à l'époque, j'allais passer capitaine, et ce livre m'a interpellé. Je me suis demandé comment on pouvait écrire un livre aussi saisissant et en même temps aussi court. Et vous expliquiez que le général Beaufre était finalement très connu, mais assez peu lu, et probablement que l'introduction à la stratégie est à l'origine de ce paradoxe ou ce décalage. C'est-à-dire que c'est un livre dans lequel Beaufre est extrêmement clair et précis, dans lequel il ramasse un certain nombre de ses idées, et qui est tellement saisissant qu'on en oublie l'amont et l'aval, c'est-à-dire tout ce qu'il a pu faire avant et tout ce qu'il a pu faire après. Je veux dire par là que quand vous discutez avec des officiers qui vous citent Beaufre, ils vous citent quasiment exclusivement l'introduction à la stratégie. Ça veut dire que c'est le livre qui est lu, mais peut-être le seul livre qui est lu du général Beaufre. Et donc, à l'origine de mon interrogation fondamentale, qui est le propre de toute recherche, c'est-à-dire de se poser une question et d'essayer de la résoudre, je me suis interrogé sur cette force du livre, qui est à la fois un livre en soi et en même temps, comme son nom l'indique, simplement une introduction. Mais une introduction à quoi ? Et c'est à ça que j'ai voulu répondre, d'abord en faisant une thèse qui est une thèse de sciences politiques, mais vous avez raison de souligner que l'histoire y a une place très importante, parce qu'en fait, on ne peut comprendre la pensée d'un homme qu'en comprenant l'histoire de cet homme. C'est que la pensée est toujours le fruit de celui qui la porte. Et donc, cette thèse est une thèse de sciences politiques, mais qui mêle des savoirs d'histoire, de philosophie et de sciences politiques. Et puis j'ai voulu ensuite, à l'issue de la thèse, essayer d'abord de décrire l'homme, et c'est le livre dont vous parlez, republier un certain nombre de ses écrits qui sont restés peu connus, et donc avec cette biographie est sorti un autre livre qui s'appelle Écrits de combat, et qui sont des textes inédits de Beaufre lorsqu'il était capitaine, des textes écrits entre 38 et 42. Et puis je suis actuellement en train d'écrire un livre qui est davantage centré sur la stratégie, c'est-à-dire ce qu'on peut faire des outils conceptuels que Beaufre nous a légués. Ouais, on en reparlera évidemment du coup, mais alors justement, est-ce que vous diriez que c'est un passage obligé pour les officiers à un moment de leur carrière, ou est-ce que
pas forcément? C'est un passage obligé, d'ailleurs ça l'est, puisque l'introduction à la stratégie fait partie des livres qui doivent être lus aux différentes étapes de la carrière militaire. Si vous allez à l'école d'état-major, à l'école de guerre, au centre des études militaires, dans la reading list, vous avez l'introduction à la stratégie de façon quasiment certaine. C'est un livre qui a été republié sans interruption depuis sa parution en 1963, qui a été traduit dans plus de 25 langues, et qui fait partie des grands classiques de la stratégie. Donc, de fait, si vous vous intéressez aux questions de stratégie, vous devez d'avoir lu l'introduction à la stratégie de Beaufre. La plupart du temps, vous l'avez lu, comme beaucoup, vous n'avez pas forcément en tête que le général Beaufre a écrit 14 autres livres, et qui sont, à l'exception peut-être du Drame de 40, qui a été republié, qui est un livre assez fort, qui vaut L'étrange défaite de Marc Bloch, et c'est un livre qui est pour le coup maintenant assez connu, mais les autres ouvrages, dont celui que je viens de republier avec l'école de guerre, qui s'appelle Stratégie pour demain, qui est un livre tardif, de Beaufre, 1972, sont des ouvrages qui sont absolument pas connus, alors du grand public évidemment, probablement, mais également des officiers dans la grande majorité. C'est très intéressant, on en reparlera, mais il y a une période de auteur, think tanker, puis auteur. Enfin, il y a une période où sa fin de carrière, où il devient extrêmement prolifique et où il publie en rang extrêmement serré, avec un rythme qui ferait envier certains des essayistes d'aujourd'hui, mais évidemment avec une substance un peu différente. Mais alors replongeons peut-être, pour commencer, puisque vous l'avez évoqué, dans la carrière. Et peut-être le parcours. Alors on va pas le faire par le menu, parce que il faut lire le livre, qui se lit extrêmement bien et qui est extrêmement agréable pour ceux qui s'intéressent aux différentes étapes du parcours de Beaufre. Mais il y a un truc qui est intéressant et qui est marquant quand même à vous lire, c'est que c'est quelqu'un qui a l'air à la fois un bon officier dès le début, enfin quelqu'un de compétent, et en même temps il n'a pas l'air très adapté à ce qu'on demande à un officier de l'armée de terre à l'époque, c'est-à-dire, je vais le dire de manière un peu lapidaire, mais c'est quand même ce qui ressort de beaucoup de passages du livre, c'est qu'il a l'air de se penser plus intelligent que tout le monde et de le faire sentir aux gens autour de lui, ce qui, quand on est dans les premières étapes d'une carrière d'officier, est rarement un moyen de se faire des amis ou des soutiens parmi ses supérieurs. Oui, vous insistez sur un aspect du livre que j'ai voulu travailler et qui a été pour moi un sujet d'attention permanent, qui était de ne pas tomber dans la géographie. Beaufre, c'est l'homme d'un livre, c'est l'homme d'une doctrine, c'est l'homme d'un débat. La réalité, c'est que, comme chacun d'entre nous, c'est un homme avec sa complexité, c'est-à-dire fait de fils et historiques différents. Et donc, au long de son parcours, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés, il y a des saillances et des creux. Et c'est ça que j'ai essayé de rendre dans cet écrit. Et de fait, en soulignant cette complexité, au sens étymologique, cette complexité du personnage, c'est lui rendre aussi plus d'humanité et le rendre plus proche de nous, et voir qu'effectivement, probablement que comme jeune officier, il était assez sûr de lui, qu'en même temps, il avait des idées assez nouvelles et qui n'étaient pas bien reçues à l'époque où il écrivait. Et peut-être que ça va ensemble d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il avait ce sentiment de comprendre les choses avant les autres, et probablement qu'à certaines périodes, il les a effectivement comprises avant les autres, sans être forcément entendu. Et ces deux aspects sont complémentaires et pas contradictoires. Il faut se replonger dans l'histoire de la personne pour le saisir. Lorsqu'il écrit ces textes, ces premiers textes qui ne sont pas publiés, enfin qui n'ont pas été publiés avant ce fameux livre dont je parle, Écrits de combat, qui vient de paraître en même temps que la biographie, lorsqu'il écrit ces textes, il n'est pas capable de les publier, parce qu'il y a une époque, au milieu des années 30, où les officiers n'ont pas le droit de publier. Une directive du général Gamelin qui demande expressément à ce que les officiers ne s'expriment pas. Et donc il fait partie de ces jeunes Turcs, de ces jeunes officiers qui pensent qu'on doit imaginer la stratégie différemment, et que ce qui a peut-être fonctionné pendant la Première Guerre mondiale ne peut plus fonctionner à l'époque où on pense et on écrit. De fait, c'est quelque chose qui est assez marquant et qui se voit assez bien dans son parcours, où, enfin, on le dit, et c'est devenu un peu un lieu commun aujourd'hui de dire que la France est sortie ravagée, y compris intellectuellement, de la victoire de 1918, et que du coup on a émané une certaine sclérose dans les institutions et dans la pensée stratégique
de cet entre-deux-guerres. Et c'est quelque chose que Beaufre voit, disons, au premier rang quand il fait l'école de guerre. Donc à cette époque-là, il dit, il faut le citer, il écrit dans ses mémoires, le général commandant l'école nous accueillit avec un commentaire solennel sur le titre de l'école, école supérieure de guerre, en insistant lourdement sur supérieure. En fait, c'était une bonne école secondaire d'état-major avec quelques échappées intermittentes sur le supérieur. Ce qui montre bien, il n'est pas... D'ailleurs, c'est une expression qui revient très souvent dans le livre, sur esprit critique. C'est pas quelqu'un qui est forcément très partisan d'absorber ce qu'on lui donne s'il n'y trouve pas son compte. Il a cet esprit critique qu'on lui reconnaît. On pourrait le suspecter d'une forme d'illusion rétrospective, et qu'il écrit dans les années 60 bien souvent. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais son premier livre, Introduction à la stratégie, paraît en 63. Il écrit une quinzaine de livres entre 63 et son décès en 75, sachant qu'il n'a jamais publié avant 63. Donc en 63, il a plus de 60 ans et il publie son premier texte, ce qui est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Néanmoins, il a toujours écrit. Et cette illusion rétrospective, qui pourrait consister à dire c'est facile dans les années 60, quand on est général d'armée à la retraite, d'expliquer qu'on avait tout vu avant les autres, cette illusion rétrospective, en réalité, elle procède d'une vérité, parce qu'en plongeant dans les archives, en plongeant dans ses notes de l'école de guerre, en plongeant dans ses écrits qui n'ont été pas publiés à l'époque, on constate qu'effectivement, il avait un esprit critique et qu'il considérait qu'un certain nombre d'enseignements tirés de la Première Guerre mondiale étaient obsolètes. Il l'était parce que les vainqueurs se pensent toujours vainqueurs et donc détenteurs d'une forme de vérité, et que ceux qui sont les vaincus n'ont d'autre choix que de trouver des solutions pour contrer leur adversaire. Et que finalement, en ayant mis à la tête de l'école de guerre, à la tête des armées, les vainqueurs ou ceux qui étaient les officiers supérieurs de 1918, on ne faisait que reproduire un système qui n'était plus adapté. Donc il le dit lorsqu'il est à l'école de guerre, et ses notations s'en ressentent, puisqu'on le trouve extrêmement distant, imbu de lui-même, prétentieux. Et en même temps, c'est l'époque, juste après l'école de guerre. Alors à l'école de guerre, il lit Liddelhart, il découvre la lecture de Liddelhart, et il rencontre Liddelhart quelques années après, en 1935. Or, c'est la révélation pour lui, puisque Liddelhart est l'homme qui a publié le livre qui s'appelle Reputations, dans lequel le penseur britannique assassine littéralement l'ensemble des chefs militaires qui ont gagné la Première Guerre mondiale. Et Beaufre se retrouve à la lecture de Reputations dans le monde de ceux qui essaient de trouver une stratégie alternative. Et il bout intérieurement à voir ce qui se fait autour de lui. Il écrit dans les années 30 que les choses ne vont pas dans le sens d'une réforme, d'une refonte, d'une refondation de la pensée stratégique. Il écrit même que traversant la place de la Concorde pour aller à l'état-major, il se désole de voir le monde s'effondrer autour de lui. Et ça, il l'écrit dans les années 30, c'est pas en 60. Basil-Henri Liddelhart, on peut préciser, rappeler que c'est une référence très très importante de la deuxième moitié du XXe siècle notamment, qui est un historien, journaliste, qui a participé à la Première Guerre mondiale, qui a été blessé pendant la Première Guerre mondiale, et qui en a tiré une œuvre très controversée aujourd'hui, beaucoup plus controversée aujourd'hui à l'époque, parce qu'aujourd'hui on prend la mesure de toutes ces approximations, voire de toutes ces affabulations même, mais qui, à l'époque, est une figure extrêmement importante de la stratégie, disons, occidentale, et donc il y a une sorte de coup de foudre amical avec Beaufre, qui est très séduit par le personnage qui vient en visite à Paris, et qui va durer ensuite pendant une trentaine d'années, même plus, une quarantaine d'années, cette correspondance entre deux grands stratégistes occidentaux, quoi. Le point est essentiel et il illustre très bien l'indépendance d'esprit de Beaufre. Beaufre et Liddelhart se rencontrent en 1935 et les conditions de la rencontre sont assez amusantes. Liddelhart vient à Paris pour rencontrer les grands chefs militaires, et comme il est honni des chefs militaires français pour avoir écrit ce livre Reputations, lorsqu'il arrive à l'école, à l'état-major, on lui met pas en face de lui un officier général, on lui met quelqu'un du grade équivalent au sien, c'est-à-dire un capitaine. On cherche un capitaine pour recevoir un capitaine, comme Liddelhart. Si possible qu'il parle anglais. Voilà, comme Liddelhart s'amusait souvent à dire qu'il était capitaine,
Mais quand il vient à Paris, c'est bien pour rencontrer les chefs militaires français, on lui met un capitaine. Et aucun des officiers supérieurs ou officiers généraux ne le reçoit. On cherche un officier qui parle anglais. Beaufre, dans son adolescence, avait été traducteur pour les troupes américaines qui étaient stationnées à l'endroit où il habitait lorsqu'il était adolescent. Il avait donc été interprète. Et il avait une passion pour la langue anglaise. Il était d'ailleurs marié avec une franco-britannique. Et donc, probablement que dans l'état-major, on cherche un officier qui puisse s'occuper du britannique gênant le temps d'un après-midi. Et s'il pouvait parler anglais, ça serait mieux. Oubliant d'ailleurs que Lidl-Hart, qui était né à Paris, parlait français. Bon, les deux se retrouvent dans une salle. Et là, c'est effectivement une sorte de coup de foudre qui se produit. Et Lidl-Hart aura une influence très forte sur la pensée de Beaufre. Je l'ai dit en soulignant combien le fait d'avoir quelqu'un qui était capable de penser la stratégie différemment était une sorte de stimulant ou de révélateur pour lui, de détonateur de sa pensée. Et en même temps, et c'est là où je pense que c'est très intéressant de suivre la pensée de Beaufre, son indépendance d'esprit, il va s'éloigner progressivement de Lidl-Hart. Et ce que vous soulignez comme étant les récupérations, les approximations, ce qu'on reproche aujourd'hui à Lidl-Hart, Beaufre l'a senti très tôt. Et il lui a écrit. Il y a effectivement plus de 200 lettres qui sont conservées au King's College et qui suivent la correspondance entre les deux hommes entre 1935 et la mort de Lidl-Hart en 1970. Et lorsque Lidl-Hart demande à Beaufre de changer des passages de l'introduction à la stratégie, parce que ces passages ne collent pas trop avec ce que Lidl-Hart a développé comme pensée, ou au contraire parce qu'il voudrait bien que Beaufre laisse penser que c'est lui qui l'a inspiré, Beaufre refuse. Catégoriquement de changer ce qu'il a mis dans son livre. Et la fin de leur relation est à la fois très fraternelle, parce que Beaufre a une forme d'élégance qui fait qu'il ne s'énerve pas, il ne cherche pas la polémique, mais les liens se distendent néanmoins d'un point de vue intellectuel, parce que Beaufre estime qu'il doit beaucoup à Lidl-Hart, mais qu'il s'en est éloigné par ce qu'il a proposé, par le contenu de ce qu'il propose en stratégie. Lidl-Hart, on peut mentionner, enfin ceux que ça intéresse peuvent creuser le dossier, mais qu'il y a notamment tout un problème sur sa capacité, il a cherché à apparaître comme l'inventeur de la Blitzkrieg, et notamment il a cherché à réinjecter son nom dans les mémoires de Guderian lors de leur traduction en anglais pour avoir l'air du type qui avait inventé la Blitzkrieg, et donc Guderian se serait inspiré, ce qui est totalement faux, il suffit de lire l'original en allemand pour voir que c'est faux. Mais ça dénote assez bien le personnage, c'est-à-dire avec des intuitions certainement, etc., très soucieux de son image et avec pas forcément énormément de scrupules de nature universitaire, disons ça comme ça. Faut peut-être redire un mot aussi de sa carrière. Il est avant tout militaire, il est fantassin, ce qui est le cas de beaucoup de monde à l'époque, c'est-à-dire il n'est pas dans les armes les plus savantes. Il n'est pas dans l'artillerie, etc., etc. Et il va... alors on peut préciser qu'il fait une première partie de carrière en Afrique du Nord, Algérie, et surtout pendant la guerre du Rif, où il connaît le baptême du feu. Et puis ensuite, il faut parler de ce grand moment, parce qu'il est très fondateur, et il a écrit des bouquins dessus, sur 1940 et le désastre de 40, et peut-être dire un mot de ce que ça a représenté, alors personnellement, puisqu'il était vraiment au milieu, il était en état-major pendant la percée des Ardennes, et donc il se l'est pris dans le nez, la percée des Ardennes comme tout le monde, et en même temps de ce que ça a développé aussi intellectuellement et doctrinalement chez lui. Là aussi, on a souvent l'image d'un Beaufre, professeur d'un bus de stratégie, et ceux qui l'aimaient pas beaucoup, au premier rang desquels le général Massu par exemple, se sont employés à dresser ce portrait d'une sorte de professeur éthéré de la stratégie, n'ayant jamais connu le combat ni les choses de la guerre. Il faut dire que l'opposition surconstruite entre Massu et Beaufre, elle est très facile, elle marche très bien. Entre le para rugueux qui a l'air de réfléchir une fois tous les 6 mois et le stratège, think tanker, etc. Ça marche très bien, et en fait des deux côtés c'est aussi faux d'un côté que de l'autre. Exactement, je décris ça dans le livre, et Beaufre s'amuse à décrire Massu bardé de ses courroies en cuir dans son treillis léopard. Bon, et Massu de décrire Beaufre en imperméable, se prenant les pieds dans le tapis en descendant du bateau. Mais cette image, elle colle à la peau du général Beaufre, et lorsque j'ai essayé à plusieurs reprises de proposer le nom du général Beaufre pour promotion d'élèves officiers, de jeunes élèves officiers, souvent j'ai un sourire bien convenu, parce qu'on ne voit pas bien pourquoi un général donnerait son nom à une promotion de jeunes officiers. Alors c'est oublié, et c'est les 2 tiers du livre,
Oubliez d'abord que ça a été un soldat et un stratège au sens chef militaire. C'est quand même un homme qui a passé 40 ans dans l'armée, qui a connu toutes les batailles de la France au XXe siècle, qui a été blessé mortellement, quasi mortellement, très grièvement dans le Rif au début des années 20, laissé pour mort sur le champ de bataille, décoré de la Légion d'honneur alors qu'il avait 23 ans, et donc qui a fait le coup de feu, tout jeune officier, qui a commandé une compagnie au Maroc, qui a connu le drame de 40 et la libération de la France, puisqu'il a été capitaine, commandant, lieutenant-colonel pendant toute la remontée de l'armée Juin et l'armée de Lattre, de l'Afrique du Nord jusqu'en Allemagne, qui a fait 2 séjours en Indochine, dont le premier a duré plus de 15 mois. Donc à tous nos auditeurs qui ont fait des opérations extérieures, je les invite à imaginer ce que c'est de passer 15 mois en opération extérieure, 2 passages en Indochine, qui a commandé une division en Algérie pendant 1 an et qui était le commandant des forces terrestres françaises à Suez en 1956, qui a suivi ensuite l'ensemble des développements à la fois capacitaires, programmatiques, stratégiques de nos armées. Et donc on ne peut pas dire que quand il quitte l'armée au début des années 60, il n'est pas rempli pleinement son sac à dos de soldats, et oublier cette partie de son existence, c'est à la fois lui faire affront, parce que c'est sa vie militaire qu'on néglige, mais c'est aussi ne pas comprendre les fondements de sa pensée, puisque c'est dans cette expérience-là qui tire l'essentiel de ses enseignements. Et quand on lit l'introduction à la stratégie, qui est donc le livre qui paraît au moment où il quitte l'institution militaire, en fait c'est un livre qu'il a raffiné au sens pétrolier du terme pendant quasiment 20 ans. C'est pour ça que le livre est extrêmement clair, très précis, lumineux, et dans lequel c'est un livre dans lequel il a retiré beaucoup d'exemples historiques, de choses qui alourdissent un peu la pensée, parce que c'est un texte qu'il a rédigé au début des années 40 et qu'il a repris de façon quasi systématique pendant 20 ans pour en faire ce que c'est-à-dire un texte presque intemporel et dans lequel on retrouve l'essence même de la stratégie. Et donc cette défaite, ce désastre de 40, il est là, il est en état-major à ce moment-là, il voit, je veux dire, il peut rien faire comme tout le monde, quoi. Quelle place ça a, disons, dans son évolution intellectuelle? De façon générale, et c'est vrai de toute une génération, ça a été écrit pour les Normaliens par Sirinelli, dans une thèse et un livre bien connu. En fait, la défaite de 40, elle marque, elle forge l'esprit d'une génération. Et de fait, avoir connu l'effondrement de la France, c'est un traumatisme suffisamment puissant, et Delattre dira qu'on ne peut pas perdre la France une deuxième fois, pour qu'une génération d'officiers se tourne vers ce qui sera la condition pour empêcher un nouvel effondrement, qui est la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que cette génération d'officiers, et on ne peut pas comprendre pourquoi Beauf s'est investi dans le débat sur la dissuasion nucléaire dans les années 60, le grand débat. On ne peut pas comprendre pourquoi Ayret, Gallois, Poirier, Rougeron, Mix se sont intéressés à cette question de la dissuasion nucléaire, si on ne comprend pas qu'ils étaient les officiers subalternes de juin 40. Et c'est toute une génération en fait qui est marquée par cet effondrement. Dans la thèse et dans le livre, je parle de la fin du monde. Et Beauf le dit, il voit des officiers qui perdent tout sens des réalités, qui se mettent à pleurer, qui s'enfuient. Il y a un délitement complet qui est cité par d'autres auteurs qui ont vécu le drame de 40. Il faut lire Lévinas dans ses carnets de captivité, où il montre, ou le livre de Claude Simon, La route des Flandres, un livre dans lequel il n'y a aucun point, aucune ponctuation. C'est-à-dire que la route est infinie. C'est une sorte de débandade où, comme dit Lévinas, les draperies de l'illusion disparaissent et que le monde se retrouve sans point de repère. C'est l'effondrement total du monde. Donc ces officiers-là ont vécu ça, et ils considèrent, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il faut trouver les conditions pour que ça ne se reproduise pas. Et ces conditions-là, c'est l'indépendance nucléaire de la France, le fait de disposer d'une force de frappe autonome. Pour rester une seconde sur la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que c'est une guerre qui est un peu compliquée pour Beauf, forcément après la défaite, mais même dans ses options, c'est compliqué. Enfin, il a des postes compliqués, il se fait arrêter, il se fait radier, ensuite
il se rallie, enfin il est très proche de Giraud pendant assez longtemps, il est un peu le factotum de Giraud pendant toutes les périodes d'incertitude, notamment en Afrique du Nord. Enfin bon, il n'est pas du côté gaullien à cette époque-là, très clairement. Il se retrouve au milieu du débarquement allié en Afrique du Nord, avec ces querelles de pouvoir entre girodistes et gauliens, etc. Et alors peut-être dire un mot de ce que la figure de Giraud et de comment il se retrouve, qu'allait-il faire dans cette galère en quelque sorte. Et puis à un moment, il saute, il change de cheval, si je peux dire, et là il va trouver alors un étalon, un pur sang particulier, mais qui va beaucoup le marquer dans tous les sens du terme et qui va beaucoup marquer son parcours aussi, que va être De Lattre. Et ça va, la suite de la guerre et surtout la fin et la suite de sa carrière va être complètement marquée par l'empreinte de ce personnage. J'ai même pas d'adjectif pour... Enfin, il y en a beaucoup à sortir, mais pour qualifier De Lattre de Tassigny. La vie est faite d'ombre et de lumière, et s'efforcer de ne pas faire la géographie d'un homme, c'est lui redonner son humanité et lui redonner une forme de proximité, et peut-être paradoxalement mettre en valeur ce qu'il a fait, les choix qu'il a fait, ses capacités de choix. Or, dans cette période troublée, les choix étaient difficiles à faire, je pense que tout le monde peut en convenir, et si d'un côté, du côté de la lumière, on peut lui reconnaître d'avoir été du côté de la résistance au sens général, c'est-à-dire du côté de l'opposition farouche aux forces allemandes, le fait d'avoir été emprisonné pour ça, d'avoir participé à la libération, d'avoir été un grand acteur du relèvement de la France. Il n'a jamais été vichiste. Bon. D'un autre côté, ses positions sont parfois moins claires, plus ambiguës. Lorsqu'il est emprisonné, il ne l'est probablement pas pour ce qu'il explique a posteriori, ou en tout cas pas dans les conditions de ce qu'il explique. Il se présente un peu comme un des grands penseurs du débarquement de 1942 en Afrique du Nord. Les conditions de son arrestation laissent penser qu'il avait effectivement commencé un petit peu à discuter avec les uns et les autres, mais que cette arrestation se fait dans des conditions qui n'ont rien à voir avec ce qu'il était en train de préparer en réalité. Et il était juste au mauvais endroit. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Bon, il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, il est emprisonné effectivement, et cette expérience sera traumatique pour lui. Il est placé en résidence surveillée, il est démis de son grade et de ses fonctions, ce qui évidemment n'est pas très agréable. Mais là encore, il n'est pas vu comme un très grand révolutionnaire à l'époque. Donc cette impression générale d'avoir fait des choix, et en même temps que ces choix-là comportent une part d'ombre aussi, ou d'explications qui ne sont pas forcément très claires, c'est lui redonner de l'humanité. Et quand on parle des choix qui ne sont pas les plus opportuns a posteriori, en parlant 30 ou 40 ans après, bon, de fait, il se retrouve à Anfa, cette fameuse discussion entre Giraud et De Gaulle, discussion extrêmement difficile. Et il se retrouve du côté de Giraud, dans la pièce, fusillé du regard par le général De Gaulle, furieux. Donc on ne peut pas dire que ce soit un choix particulièrement opportun. Et lorsqu'ensuite c'est-à-dire, c'est un moment, je crois qu'il y a bientôt un film qui devrait sortir dessus, un film d'Antonin Baudry sur la Seconde Guerre mondiale de Gaulle. C'est quand même deux grands égomaniaques, l'un face à l'autre, deux personnes qui sont toutes les deux persuadées de sauver la France toutes seules, l'un face à l'autre, et donc à la fin il faut bien qu'il y en a un qui sorte vainqueur, et le moins qu'on puisse dire c'est que dans ces moments-là c'est pas Giraud qui s'est affirmé par la force de son caractère, ni la qualité du personnage comme celui qui était le plus apte à faire ça, quoi. Très clairement, et dans ses mémoires, Beauf le souligne à mesure qu'il passe un peu de temps avec Giraud. Et en même temps, si on regarde les conditions de l'évasion, elles sont rocambolesques. Hein. C'est le départ en sous-marin depuis l'Avandou, l'hydravion qui va les récupérer au milieu de la Méditerranée. Donc ça, c'est le moment où il s'évade de France pour rejoindre l'Afrique du Nord et les forces américaines. Voilà, et il y a ce passage qui est cité par Kessel, dans lequel il rencontre la femme de Beauf, et elle lui dit il est parti en sous-marin hier avec Giraud, les choses se sont bien passées. Enfin, voilà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est quand même des choix majeurs qui sont faits, de laisser tout derrière soi, de partir très clairement, prendre la voie de la résistance et puis s'opposer à l'adversaire. Et rétrospectivement, peut-être que ces choix n'étaient pas aussi marqués ou aussi en ligne avec ce qui a été
la résistance incarnée par le général de Gaulle. Et de fait, Beaufre n'est pas fait compagnon de la Libération, il ne fait pas partie des proches du général de Gaulle. Et cette distance existera toujours hein, dans leur relation ultérieurement. Donc ce choix du général Giraud lui coûte. Il rejoint en fait l'armée Juin dans laquelle il est commandant de bataillon et il est repéré par Delattre pendant la campagne d'Alsace et il reste très proche de Delattre pendant 7 ans à tel point qu'on le surnomme le colonel d'armée avec cette réduction de grade entre colonel et général d'armée pour dire combien il est proche du général d'armée Delattre. C'est un peu son éminence grise, son conseiller militaire spécial. Si on veut approcher Delattre, il faut passer par Beaufre. C'est un peu le cerveau aussi, celui qui écrit, qui met par écrit les pensées du grand maître. Or, Delattre est un personnage assez controversé et a un caractère très affirmé. Et là aussi, il n'est pas particulièrement en odeur de sainteté auprès du général de Gaulle. Ça met une distance de plus pour Beaufre. Mais il faut peut-être dire un mot justement de cette figure qui a été Delattre, parce que c'est aussi un moment dans la carrière de Beaufre, c'est un moment, enfin, c'est marquant, c'est-à-dire c'est en même temps un général apparemment brillant, voilà, s'il n'y a pas de doute là-dessus. Et en même temps, tout le monde le décrit comme un mythomane égotique, qui met les uns contre les autres, qui ne pense qu'à son image, enfin bon, c'est un peu le portrait robot du mauvais chef, quand on le regarde comme ça. Et pourtant, manifestement, il a un truc de meneur d'homme. Alors vous écrivez... quelque part, vous avez quand même glissé l'expression pervers narcissique. J'allais vous le dire. Dans le livre. Alors, je ne sais pas pour le tableau clinique de quelqu'un qui est mort il y a 60 ans, mais d'une manière générale, il y a un truc il s'est captivé et ça lui fait un réseau, ça lui fait des fidélités, ça lui fait des affidés dont le premier qui lève la main dans cette liste-là, c'est Beaufre. J'ai peut-être été excessif, mais c'est le droit d'auteur et le fait d'écrire oblige à prendre des positions. Ce que j'ai lu de la relation entre Beaufre et Delattre me semble être toxique, une relation toxique, une relation d'emprise psychologique. Et en discutant avec la famille, autant l'épouse du général Beaufre soulignait combien parfois le général Delattre était dur avec son mari, autant le principal intéressé refusait la moindre critique envers le général Delattre. Et lorsque, 10 ans après la mort de Delattre, il organise... C'est pas l'idée de Delattre, quoi. Il n'a jamais pris ses distances. Non, voilà, il n'a pas pris ses distances. Il est, après la mort du général Delattre, celui qui est chargé de prolonger la pensée du maréchal Delattre. Il organise 10 ans après la mort de Delattre un grand événement au Cercle national des armées. Et lorsqu'on lit les textes, on comprend que la relation était extrêmement fusionnelle entre les deux, même si Beaufre reconnaît le caractère très emporté de son patron, comme il dit. Il parlait du coup de torchon, du fait que si on ne lui plaisait pas, on disparaissait dans la minute. Et donc cette relation à la fois difficile, dure, exigeante, mais en même temps très attractive du chef mythique qui commande et dont on veut être apprécié. Et puis, il faut le préciser aussi, énorme accélérateur de carrière, c'est-à-dire, avec Giraud, il a choisi le mauvais cheval, et là, c'est une relation qui lui permet de passer les grades et qui lui permet d'être au cœur du réacteur, parce que, rappelons ou signalons qu'après la Seconde Guerre mondiale, Delattre, il est quand même inspecteur général de l'armée de terre et chef d'état-major de l'armée de terre en même temps. Être l'éminence grise de lui, c'est bien. Dans la situation, disons, institutionnelle des militaires de l'époque, c'est ça, clairement, qui fait le coup d'accélérateur comme on en a parfois besoin dans une carrière militaire. C'est l'époque de la reconstruction. Après la Seconde Guerre mondiale, les écuries sont ces groupes d'officiers qui sont autour d'un chef particulier, d'un chef mythique, d'un chef qui a gagné, d'un chef qui a été à la tête des armées. Donc il y a les Delattre Boys, il y a les enfants de Leclerc, il y a l'écurie Juin. Les deux se détestant au-delà des mots. C'est totalement, oui. Delattre et Leclerc, c'est la haine la plus farouche qu'on puisse imaginer. Leclerc a tout écrit sur Delattre.
Ah oui, dont les archives témoignent de textes d'une virulence peu commune. On a du mal à imaginer aujourd'hui les tensions qui pouvaient exister, mais après la Deuxième Guerre mondiale, alors que tout était à reconstruire, les grands chefs militaires qui étaient sortis vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient mené les armées, étaient les grands leaders, les grands capitaines au sens propre. Et il fallait il fallait être d'une écurie particulière. Et Beaufre était clairement dans l'équipe de Lattre, vu d'ailleurs un peu comme une sorte d'éminence grise par d'autres concurrents. Alors, je ne peux pas dire qu'il soit allé plus vite que les autres, il n'a pas franchi les grades de manière accélérée, pas du tout. En revanche, il a eu des responsabilités très importantes auprès de Lattre, à chaque fois que Delattre a occupé des postes, et à son poste d'inspecteur de l'armée de terre, puisque vous citiez ce poste-là, il a probablement été de toutes les grandes réformes qui ont été conduites à ce moment-là. Et d'ailleurs, il va le suivre, donc il le suit là, c'est le moment où on remanie l'armée de terre, où on fait tout un tas de projets, et ça, on devine peut-être déjà que Beaufre, ça lui plaît bien, quoi, de réfléchir au format et aux missions, c'est son œuvre de stratégiste. Et ensuite, il y a un moment en Indochine, donc, où d'ailleurs Beaufre part en Indochine avant, mais ensuite Delattre est nommé en Indochine, donc il le récupère d'ailleurs. Enfin, quand on vous lit, on se dit putain, la gestion des carrières à l'époque, c'est quand même autre chose, parce que c'est vraiment le lapsus. Delattre dit qu'à un moment il a besoin de Beaufre. Beaufre visiblement quitte son poste directement pour aller voir Delattre. Du jour au lendemain. Ce qui, quand à un certain niveau de responsabilité, on n'est pas trop censé faire ça quand même. Disons, ça se passera comme ça se passera, l'Indochine, sans pas une grande victoire d'une manière générale sur le temps long, mais ça se termine par un point d'orgue qui est symboliquement et peut-être psychiatriquement magnifique, qui est que il finit par faire une crise cardiaque et par ne plus jamais revoir Delattre après. C'est tout à fait ça. Cette période, elle est très particulière pour Beaufre, parce qu'il est engagé dans les grandes réformes et de grandes réflexions sur ce que peut être un modèle de défense. Donc on est après la Deuxième Guerre mondiale, 1947, un rideau de fer s'abat sur l'Europe, et Beaufre prend conscience de la réalité d'un nouveau monde. Et il est engagé dans des travaux qui sont des travaux extrêmement structurants sur l'avenir du format, la réorganisation des armées et la nature des nouveaux combats. Rappelons qu'on est 10 ans avant toute perspective de puissance atomique pour la France. Oui, tout à fait. Mais cette période qui va de la Deuxième Guerre mondiale à la fin de la guerre d'Algérie, en quelque sorte, et ce que j'ai appelé dans le livre le stratège tiraillé, c'est-à-dire qu'en fait, il est conscient, comme c'est un esprit brillant et qui est très en avance sur la réflexion stratégique, il conçoit des modèles, il travaille sur des organisations de force qui correspondent au combat qui lui semble être le combat le plus probable et le plus dimensionnant pour la France, c'est-à-dire le combat face aux forces du pacte de Varsovie. Et il est engagé dans les travaux de l'Union européenne, de l'Union occidentale, dans les travaux de l'OTAN ensuite. Et ces travaux, ils constituent pour lui l'avenir, l'essence même de ce que doit être la défense française. L'envoyer en Indochine, l'envoyer en Algérie, c'est l'expression pour lui d'un tiraillement ou d'une incompréhension sur les objectifs principaux qui sont ceux de la France. Et il écrit dès son arrivée en Indochine au général Delattre, « Ramenez-moi en France dès qu'il se passera quelque chose ». Non pas que ce qu'on ait à faire en Indochine n'ait pas de sens, mais il écrit dès 1947 que les choses sont quasiment déjà bouclées. Il dit simplement, quand la grande affaire va se produire, ramenez-moi en France parce que c'est là que je pourrais donner le meilleur de lui-même. Et d'une certaine façon, même si la crise algérienne et la période algérienne est une période très difficile à vivre pour tout le monde et pour Beaufre comme les autres, pour lui c'est la fin d'une sorte de divergence fondamentale entre la nécessité d'une part de se préparer à un conflit majeur sur le sol européen et le fait d'avoir à gérer la décolonisation. L'Union occidentale, on va dire ou rappeler que c'est ce moment, en gros, c'est les prémices de ce qui sera la CED avortée, c'est-à-dire la Communauté européenne de défense. Enfin, c'est ce moment où les pays d'Europe occidentale s'allient, alors d'abord contre l'Allemagne, etc., mais ensuite ça fera les ferments. Donc il fait partie de cette période et de tous ces projets qui finalement ne donneront absolument rien. Il faut peut-être dire un mot effectivement de sa relation aux États-Unis, qui est quand même particulière, parce qu'il a été à l'OTAN, il a été nommé à l'OTAN.
Et c'est quelque chose qui marque son parcours aussi. Alors, pour la deuxième fois, pas forcément dans le bon sens si on le voit du point de vue de Gaulle, c'est l'atlantisme. Il est vu, reconnu dans cette période-là comme un des généraux penchant vers l'atlantisme, ce qui évidemment n'est pas exactement l'orientation que les armées françaises auront ensuite via le général de Gaulle. Vous avez évoqué tout à l'heure la première ligne de fracture avec de Gaulle, qui est cette proximité avec Giraud, et donc le fait qu'il ne faisait pas partie des proches du général de Gaulle au moment de la Deuxième Guerre mondiale. La deuxième ligne de fracture, c'est l'atlantisme assumé du général Beaufre, et qu'on retrouve d'ailleurs dans sa posture sur la dissuasion nucléaire française, où il estimait qu'il fallait être beaucoup plus proche des États-Unis que nous l'étions, même si la France devait disposer d'une force de frappe, elle ne pouvait pas faire sans l'Alliance Atlantique et sans le rapport aux Américains. Et dans sa carrière, peut-être aussi parce qu'il parlait très bien l'anglais et qu'il était très proche des milieux anglo-saxons, très proche de l'île de Larte, on l'a dit, il a cette relation extrêmement proche avec l'ami américain. Donc il sert à l'OTAN à plusieurs reprises. D'ailleurs, son dernier poste est à Washington, où il est représentant français au comité permanent. Et lorsque le général de Gaulle décide de sortir du commandement intégré de l'OTAN en 1966, Beaufre écrit un livre qui s'appelle « L'Europe et l'OTAN » et dans lequel il prend le contre-pied de ce que vient de faire le général de Gaulle, et toujours avec beaucoup de finesse et de subtilité. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre, là encore, dans lequel il s'oppose brutalement, mais dans lequel il essaie plutôt de bâtir des ponts, et en disant, il faut lire l'introduction de l'OTAN et l'Europe, parce qu'il dit « Amis américains, vous ne pouvez pas me suspecter, moi, de ne pas être proche de vous, et donc je vous demande de nous laisser le temps pour vous expliquer ce qu'on est en train de faire. » Donc il essaie de bâtir des ponts, et cet atlantisme lui sera évidemment très souvent reproché. Il sera d'ailleurs un peu monté en épingle ou un peu exagéré, alors même que André Beaufre est vraiment l'homme des ponts. Alors après, il ne faut pas exagérer les choses. Il ne va pas être blacklisté non plus du tout, puisqu'il va continuer, il va faire une très belle carrière. On dira peut-être un mot tout à l'heure de Suez, donc en 1956, où il dirige les opérations françaises, qui est aussi un autre grand traumatisme. On en reparlera peut-être dans quelques minutes quand on viendra au texte et à la pensée stratégique de Beaufre. Mais on peut préciser que donc il part vers la fin de la guerre d'Algérie, et il y a tout un truc, mais il a failli devenir chef d'état-major des armées quand même. C'est pas passé très loin. C'était lui ou le général Laéré. Le général Laéré, c'est l'incarnation de la bombe atomique. Enfin, c'est un atomicien, c'est un technicien, etc. Beaufre, c'était beaucoup plus le fantassin stratège. Voilà, c'est-à-dire, c'est pas, il continue quand même une carrière. Il finit une carrière tout à fait au firmament ou presque des armées françaises. Et il y a cette espèce d'imbroglio à la fin, on lui propose sans lui proposer, parce qu'en même temps c'est le putsch d'Alger, donc tout le monde a autre chose à faire que ça à ce moment-là aussi. Et puis il se barre et il va dans le privé. Oui, alors l'affaire est un peu plus complexe dans le détail. Certes, il aurait pu atteindre les postes sommitaux, et quand on le voit de manière assez large, il était général d'armée, c'est-à-dire c'est le grade le plus élevé, 5 étoiles. Il a 5 étoiles. Et effectivement, il est reçu par Pierre Messmer, on lui propose un poste sommital. Dans le moment où on lui propose, ça correspond probablement à l'époque à ce qu'on appelle le chef d'état-major de la défense nationale, qui sera le CEMA l'année d'après, même si le CEMA sera un poste un petit peu différent, avec des prérogatives plus étendues. Ce qui est vrai, c'est qu'on lui propose un poste sommital, qu'il l'accepte sous condition, que Messmer lui aurait dit « avec moi il n'y a pas de condition », il claque la porte, il s'en va. Ayré est choisi l'année d'après, dans des conditions peut-être un peu différentes, mais il est vrai que les deux généraux ne s'appréciaient guère, Ayré et Beaufre, et que beaucoup de choses les différenciaient. Je disais tout à l'heure que le général Beaufre avait une certaine distance avec celui qui allait devenir le président de la République, avec Charles de Gaulle. Ces distances, elles étaient liées à son passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, elles étaient liées à une forme d'atlantisme assumé, elles étaient liées aussi à une position, j'allais dire, de pont, là encore, une position intermédiaire sur la guerre d'Algérie, là où il pensait que l'Algérie ne pouvait pas rester française, il l'a écrit, mais qu'en revanche, il fallait avoir une certaine considération pour les militaires qui se battaient en Algérie, et qu'il fallait trouver les conditions d'un retour à la normale qui ne soit pas
une exécution en quelque sorte de ceux qui avaient été ou qui avaient des choix tout à fait contestables en Algérie. Bon, Aéré était sur une position complètement différente, il est vraiment aligné avec le général de Gaulle, il a été choisi pour sa compétence dans le domaine de la dissuasion, puisqu'Aéré est considéré comme un des pères de la bombe. C'est lui qui fait sauter la première bombe française dans le Sahara. Il est l'ingénieur qui participe à la conception de l'arme. Il est celui qui fait signer la paix en Algérie en 62. Et il est celui qui incarne réellement la politique que veut le général de Gaulle. Donc entre Aéré et Beaufre, il y a un fossé en quelque sorte. Oui, mais c'est intéressant quand même qu'il ait failli. C'est-à-dire, on se présente souvent de Gaulle comme quelqu'un d'emporté, etc., qui a ses têtes, qui veut une soumission absolue. Bon, Beaufre, il est rien de tout ça, manifestement. Enfin, il a une très belle carrière et il est irréprochable à bien des égards. Et visiblement, il fait bien son boulot, sinon on continuerait pas à lui en confier des postes comme ça. Mais manifestement, c'est pas l'écurie de Gaulle au sens strict. Et bon, ça l'empêche pas tant que ça de poursuivre le cours de sa carrière, quoi. Oui, mais il est assez loin. C'est-à-dire qu'il est 5 étoiles, il est général d'armée, il a une très belle carrière. En même temps, il occupe des postes qui ne sont pas des postes au cœur du pouvoir à Paris auprès du général. Il est à Shape, il est à... Donc Shape, c'est l'état-major. L'état-major de l'OTAN. Ensuite, il est à l'époque, c'était à Rocancourt en France, mais il n'est pas au cœur du pouvoir parisien. Il n'est pas à l'état-major des armées. Et ensuite, il a un poste en Allemagne, un poste à Shape, donc, et puis un poste à Washington. Et donc, il est vu du centralisme hexagonal parisien, très français du commandement, un peu sur des postes éloignés, en quelque sorte. Alors, bien sûr, de façon très, très générale, il est à un niveau de responsabilité important, mais il n'est pas dans les affaires les plus pressantes ou les plus importantes vues probablement du général de Gaulle. Le général de Gaulle le connaît, il l'a eu comme élève à Saint-Cyr, c'était son instructeur, ils se connaissent bien, et de fait cette reconnaissance, elle se traduit aussi par la proposition qui lui est faite de créer un centre de recherche, de créer l'Institut français d'études stratégiques. Donc on peut, et là je vous rejoins, pas dire qu'il ait été exécuté sur l'autel de la promotion, puisqu'il n'est pas choisi, mais ça, il y en a d'autres, pour accéder aux fonctions sommitales. On oublie aussi que probablement qu'il y a eu un certain nombre d'autres officiers généraux dont les noms ont circulé pour occuper des fonctions de chef d'état-major de la défense nationale, puis de chef d'état-major des armées. C'est pas un duel, en fait, Beaufre-Aéré, c'est probablement, comme c'est toujours le cas, un certain nombre d'officiers généraux qui sont étudiés, il y a une short list, et à la fin, il y en a un qui est choisi, et les autres n'ont pas démérité, mais simplement on leur dit « ce ne sera pas vous ». Et dans le cas de Beaufre, De Gaulle le reçoit, et lui propose de créer une sorte de think tank à la française, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Et ça, dont il faut dire que ça se comprend pas sans comprendre le fait qu'il soit très branché sur le monde anglo-saxon, justement, parce que, alors c'est très différent de ce que sont les think tanks français stratégiques aujourd'hui, que ce soit l'IFRI, d'autres, etc., qui sont beaucoup plus extérieurs, beaucoup plus privés, etc. À l'époque, c'est vraiment un think tank qui est branché en direct sur le ministère des Armées, et dont pour autant on veut qu'il fasse un peu le boulot de la rendre aux États-Unis, c'est-à-dire un gros institut qui prenne des commandes et qui soit capable de rendre des grosses études, etc., pour orienter la décision institutionnelle. Ce qui n'est pas vraiment ce que ça va être, puisque Beaufre va décider d'en faire autre chose, mais l'idée, c'est vraiment, en regardant ce qui marche aux États-Unis, ou en tout cas dans le monde anglo-saxon, d'essayer de transposer ça à la France. L'idée était très ambitieuse au départ. L'idée, c'était d'avoir un centre de recherche qui soit à cheval sur 3 ministères. Le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ça devait être une sorte de pivot entre l'Institut d'études politiques de Paris, puisque Aron enseignait à l'IEP de Paris, et on lui a proposé de prendre la direction de l'Institut français du stratégique avec le général de Beaufre. Au départ, ça devait être une codirection. Et d'après ce que dit Beaufre, Aron a refusé en disant « moi je dirige » mais on n'est pas deux à diriger. Voilà. Mais au départ, il y avait quand même cette ambition-là. C'est marrant que des deux, ce soit le civil qui ait eu ce genre de position. Un chef, ça doit cheffer. Et voilà.
Oui, peut-être que Beauf a eu la même position, même si, là encore, dans les relations qu'il a eues aussi avec Aron, il est resté toujours très courtois, ce qui n'était pas forcément le cas dans l'autre sens. Hein. Quand on lit les œuvres d'Aron, il y a quelques passages sur Beauf qui sont assez sévères. Oui, mais Aron est comme ça un peu avec tout le monde, parce qu'il lit vraiment les gens et il est... Enfin, bon, c'est comme ça que c'est censé marcher aussi, normalement, les comptes rendus, des trucs comme ça. On lit les choses et on dit ce qu'on en pense, quoi. Oui, alors parfois avec un certain excès. Il suffit de lire l'introduction du Grand Débat, qui est justement le livre d'Aron publié au début des années 60 sur le débat sur la dissuasion nucléaire, où après avoir été un proche du général Gallois, il en devient l'opposant le plus net, et l'introduction du Grand Débat est un camouflet pour Gallois, dans lequel il est quasiment insulté par Aron, qui le traite d'imbécile. On en était quand même là. Bon, cela dit, l'IEFDES au départ était donc un projet très ambitieux, projet qui n'a pas l'ampleur qui lui est donnée, donc ça devient un projet conjoint ministère des Armées, ministère des Affaires étrangères, et l'Institut d'études stratégiques du général Beauf est hébergé par l'ancêtre de l'IFRI, qui s'appelait à l'époque le Centre d'études et de politique étrangère, il devient ce qu'en fait Beauf en fait. Et Beauf en fait un centre très indépendant qui organise notamment en 1965 à Paris un grand colloque qui réunit tous les penseurs de la stratégie, ou les grands penseurs de la stratégie à Paris, faisant pâlir l'ensemble des institutions et de ceux qui réfléchissent à ces questions dans les états-majors. Et donc, c'est intéressant parce que c'est la gloire et en même temps, c'est aussi les vicissitudes de ce genre de truc. C'est que ça marche très bien tant que Beaufre est là. Alors, on l'a peut-être pas dit, mais Beaufre, par ailleurs, fait une carrière aussi dans le privé. Enfin, bon, il est parti pour faire un peu du pognon, faut le dire assez clairement. C'est-à-dire, il devient administrateur d'une société qui fait pas des très ventes longtemps. Hein, ouais. Très longtemps, oui, mais il en a fait assez rapidement pour se mettre, voilà. Et du coup, il s'investit aussi dans ce think tank, et think tank qui est très associé à sa personne, et in fine qui périclite quand il finit par péricliter puis mourir lui-même. C'est-à-dire, ça restera l'Institut de Beaufre, qui ensuite, après Beaufre, il faudra qu'il devienne autre chose, parce qu'il n'aura pas acquis en quelque sorte la substance, la structure et la solidité nécessaire pour persister dans son être, en quelque sorte. L'Institut vit et survit grâce au général Beaufre, à sa personnalité. L'introduction à la stratégie, c'est le manifeste de lancement de l'Institut d'études français du général Beaufre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre l'introduction à la stratégie si on ne comprend pas que c'est d'abord un texte qui a été écrit pour lancer l'Institut. Et donc à l'intérieur de l'introduction à la stratégie, vous avez les axes de recherche de l'Institut français du stratégique. C'est-à-dire que il faut imaginer que le général de Gaulle dit au général Beaufre « Créez-moi un institut de recherche », et Beaufre couche par écrit les lignes éditoriales, les lignes qui seront celles les axes de recherche de son institut. Et c'est ça l'introduction à la stratégie. Ce qui veut dire que les livres qui sont publiés par l'IFDES dans les années qui suivent sont des prolongements de l'introduction à la stratégie, qu'aujourd'hui il faudrait lire l'introduction à la stratégie publiée en 63 avec Dissuasion et stratégie publiée en 64 et Stratégie de l'action publiée en 66, qui sont les prolongations des 2 derniers chapitres de l'introduction à la stratégie. Donc une fois qu'on a dit ça, on a bien en tête le fait que l'empreinte donnée par le général Beaufre au début de l'existence ou de l'aventure de l'IFDES va être quelque chose qui va la marquer profondément, et que sans son directeur, l'IFDES a du mal à s'émanciper, a du mal à trouver sa place. Quand à partir du milieu des années 60, le ministère des Armées va décider de couper une partie des crédits à l'IFDES, la seule chose qui lui permettra de continuer à survivre, c'est l'aura, le prestige, les contacts, le réseau du général Beaufre. Quand le général Beaufre décède subitement en 1975, ses amis, ses collègues, ses camarades de l'IFDES reprennent le flambeau, mais ils ont du mal à tenir la boutique sans lui. C'est la gloire et les limites des grands fondateurs, c'est de marquer les choses et d'être central, et puis en même temps, il faut savoir être suffisamment hors de soi pour que les choses vous survivent, ce qui est pas toujours le cas. Il y a un point qui est très révélateur. Quand vous regardez la revue stratégique, et la revue qui a été publiée par l'IFDES, jusque dans les milieux des années 60, vous avez une très grande variété d'articles, et les numéros sont assez épais.
avec des auteurs qui sont assez diversifiés, des publications qui sont originales, c'est-à-dire que c'est des publications, des premiers articles dans la revue. Et à la fin de l'aventure de l'IFDES, les numéros sont beaucoup plus petits, ils sont souvent exclusivement composés d'articles écrits par 2-3 personnes, dont le général Beauve, et ce sont souvent des textes qui sont des republications d'articles dans d'autres revues. Et c'est le signe de quelque chose qui ne va pas très bien. Quand vous avez un numéro de la revue Stratégie où les 2 tiers des articles sont signés André Beaufre, c'est qu'il y a plus grand monde pour écrire autre chose à côté. Et enfin, pour terminer, donc là on a beaucoup parlé de la vie, on a un peu parlé de l'œuvre, mais comme d'un concept général en quelque sorte. J'aurais aimé, je vous ai demandé de faire un truc qui est complètement un gimmick très artificiel, mais en même temps c'est intéressant et c'est une manière d'entrer là-dedans. Je vous ai demandé de choisir quelques passages. Alors, j'ai dit top 5, enfin non, j'ai dit d'en choisir 5, qui n'est pas forcément un top, mais de passages ou de réflexions de Beaufre qui vous paraissent avoir une actualité particulière aujourd'hui, en tout cas donner à penser d'une manière particulière et surtout donner à voir un peu ce qu'a été la pensée de Beaufre et de pourquoi elle vous paraît particulièrement puissante et particulièrement pertinente. Alors allez-y, je précise, je ne les connais pas du tout, donc ça va être une surprise pour moi aussi. Alors peut-être d'abord dire que la pensée de Beaufre elle se caractérise par un caractère très holiste et plastique. Holiste parce qu'il englobe, ou il essaie de saisir la totalité des modalités de la conflictualité. Plastique parce qu'elle s'adapte assez bien à des circonstances très diverses. Et donc, j'ai trouvé chez Beaufre j'ai appelé ça le créole stratégique, c'est-à-dire la capacité à aller chercher dans chacune des écoles les outils qui l'intéressent. Donc c'est pas un inventeur, c'est un assembleur. Et donc la première on peut dire simplement, c'est aussi le reproche qui lui aura été fait à certains moments, notamment par Raymond Aron, c'est le côté, il y a tout là-dedans. Donc on peut toujours y trouver ce dont on a besoin, mais ça, au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire quand on rassemble tellement de notions disparates, etc. Le concept, par exemple, c'est le concept de la paix-guerre, dont j'imagine que vous allez parler, mais la paix-guerre, si on peut tout faire rentrer dans ce concept qui est la paix-guerre, qui est ni la paix ni la guerre, un peu des deux, etc., à quoi ça sert encore d'avoir des définitions ? C'est le reproche, disons, qui peut venir... Ça marche assez bien. Les philosophes font ce genre de reproches souvent à ce genre de construction doctrinale. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, si on veut résumer la pensée de Beaufre en trois caractéristiques, on peut dire qu'il y a le diagnostic, la paix-guerre, et là, évidemment, vous l'avez dit, arrondi, mais si paix et guerre, guerre et paix, en fait, tout est dans tout. La deuxième, c'est le remède à ce diagnostic, ce qu'il appelle la stratégie totale, le fait qu'il faut avoir une approche globale de la stratégie. Et comme il a défini assez mal avec la politique, on se demande quelle est la différence entre la stratégie et la politique. Donc il invente, ou il propose dans un texte de 66 la politique totale, et là Aron sourit en lui disant mais la politique est forcément totale puisqu'elle est la politique. Il n'y a rien au-dessus de la politique. Et puis le troisième niveau, c'est les posologies, c'est la manière dont il assemble les différents types de conflictualité pour penser les combinaisons, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avoir à la fois une guerre conventionnelle et une guerre asymétrique sous un parapluie ou sous une dissuasion nucléaire. Et donc de ce fait, ces combinaisons sont relativement intéressantes. Alors j'ai choisi plusieurs citations. La première qui va dans le sens de ce que je vous dis, c'est qu'il a écrit en Lidl-Art. Il écrit à Lidl-Art en 63 dans une lettre à la phrase suivante: « J'ai essayé de réaliser ce que je vous avais dit, c'est-à-dire une tentative pour essayer de rationaliser les diverses conceptions de la stratégie. » Donc c'est pas quelqu'un qui invente, c'est quelqu'un qui assemble. Globalement, il va chercher des pièces détachées de marques différentes et il essaie de tout coller dans le capot pour voir si ça fonctionne. Et l'idée, c'est qu'à la fin, quand on tourne la clé, le moteur avance. C'est peut-être pas pur, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas idéal, c'est peut-être pas l'expression paradigmatique d'une école de pensée, mais c'est quelque chose qui peut nous être utile parce que ça permet de penser la réalité du monde telle qu'elle est avec les outils qu'on a à sa disposition. Et de ce point de vue, cette vision d'une stratégie très opérative et qui ne soit pas simplement une bataille conceptuelle entre les tenants de deux écoles différentes, jusqu'à devenir complètement, et on l'a dit avec Lidl-Art, complètement campé sur des positions théoriques, mais avoir cette capacité à imaginer la complexité d'une solution pour faire face à la complexité de la réalité me semble particulièrement intéressante. C'est-à-dire, c'est l'idée que la stratégie, c'est pas une affaire intellectuelle, c'est pas une affaire de débat intellectuel, c'est avant tout un outil dont il faut se servir pour essayer de l'appliquer à des situations concrètes.
Oui, tout à fait. La stratégie, c'est la manière d'appliquer des solutions à une conflictualité qui est la raison même de la stratégie. C'est-à-dire que vous êtes opposé à une volonté, cette volonté, elle cherche à vous nuire et vous devez trouver les meilleures solutions à un moment donné. Ça veut dire aussi que la stratégie est extrêmement dynamique. La stratégie n'est pas un livre de recettes, ça aussi, Beaufre le dit très bien. Il ne s'agit pas d'aller chercher dans un livre la meilleure recette pour le problème que vous avez, mais bien de penser de façon dynamique dans le temps, ce que j'ai appelé dans le livre la stratégie dans le temps. Deuxième. Deuxième, alors là, je pense qu'on ne peut pas y échapper, hein, c'est la définition que Beaufre donne de la stratégie. Définition très large, l'art de faire concourir la force à atteindre les buts de la politique. J'aime beaucoup cette définition parce qu'elle dit deux choses. La première, c'est que la stratégie ne se limite pas à la force armée. Lorsqu'il dit faire concourir la force, ça veut dire qu'on peut faire de la stratégie, on peut être en position de stratégie sans nécessairement utiliser les forces armées. La stratégie, et c'est ce qu'il appelle stratégie totale, c'est l'utilisation d'un certain nombre de leviers, de combiner un certain nombre de leviers pour faire face à une situation de conflictualité, à une volonté qui s'oppose à vous. Ça, par exemple économique. Voilà, donc il assemble dans cette stratégie totale un levier militaire, bien sûr, un levier économique, un levier diplomatique, et ce qu'il appelle l'influence, c'est-à-dire la capacité à jouer sur la cohésion interne d'un État. Ça veut dire aussi autre chose. En creux, ça veut dire aussi, et ça a été tout un débat autour de la pensée de Beaufre, en particulier parce qu'il a qualifié sa stratégie très holiste de totale, où s'arrête la stratégie, où commence la politique. Et de fait, cette définition de la stratégie, elle impose en contrepoint de réfléchir à sa limite. Et sa limite, c'est que tout n'entre pas dans le domaine de la stratégie. Et il a beaucoup écrit sur ce point-là, mais on lui a reproché de tout englober dans la stratégie, parce qu'elle est totale. En réalité, la stratégie reste la manière dont on fait face à une volonté adverse qui vous veut du mal. Or, la vie, c'est pas que de l'opposition. Il peut y avoir de la coopération, il peut y avoir des modèles de relations, fort heureusement, qui ne sont pas liés à l'opposition ou à la conflictualité. Et donc, il faut restreindre le champ de la stratégie à ce qui relève de l'opposition à une autre volonté. Et je pense que ce point est un point essentiel qui a été, que je l'ai dit, un objet de débat entre Beaufre et d'autres, notamment Aron. Troisième. Atteindre la décision en créant et en exploitant une situation entraînant une désintégration morale de l'adversaire suffisante pour lui faire accepter les conditions qu'on veut bien lui imposer. Ce point me semble essentiel parce qu'il nous rappelle que la guerre est affaire de volonté, donc de psychologie. À l'origine même de l'opposition, il y a l'opposition à une volonté. Bien souvent, lorsqu'on désintégrer les forces morales. Alors, désintégrer les forces morales, ce qui veut dire que l'essence même de la stratégie, si on va au fond des choses, c'est d'abord une volonté qui vous veut du mal. Donc l'opposition de deux volontés. Ça, c'est chez Clausewitz. Le fait est que lorsqu'on commence à réfléchir organisation, capacité, moyens, ressources, on peut être tenté de voir la stratégie comme un assemblage de ressources, comme l'assemblage de celui qui a le plus de ressources, comme la victoire donnée à celui qui sera capable de rassembler le plus de ressources, le plus de force à un moment donné. Et depuis, on a eu 25 ans de guerre contre le terrorisme avec les Américains en par Afghanistan exemple, et en Irak. Mais vous avez des courants de stratégie, je pense par exemple à Camille Rougeron, qui ne font pas abstraction de la volonté de l'adversaire, mais qui estiment que tout est d'abord une question de ressources matérielles, de rapport de force matérielle. Beaufre ne dit pas que les ressources ne sont pas importantes, il dit simplement qu'il faut renverser le raisonnement, qu'à l'origine de tout, c'est la question de la volonté. Et si vous arrivez à faire craquer la volonté adverse, d'une manière ou d'une autre, et cette manière peut être psychologique, c'est-à-dire que ça peut rien avoir rien à voir avec des ressources que vous accumulez, mais simplement parce que le gouvernement de votre adversaire s'effondre, que la population, que la volonté nationale n'est plus là, que la population ne suit pas son leader, vous pouvez mettre fin à un conflit sans forcément avoir à accumuler des ressources matérielles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, ça veut simplement dire que à l'origine de la stratégie, il y a un problème avec quelqu'un ou avec une nation,
Et donc l'essentiel, c'est de faire perdre à l'adversaire l'envie de se battre. Voilà, exactement. Et il ne faut jamais oublier que c'est d'abord une question de psychologie, c'est d'abord une question d'opposition des volontés, avant d'être une question de ressources. C'est intéressant parce que la manière dont vous l'avez formulé, c'est l'idée qu'il y a une dislocation du front moral, en quelque sorte, de l'adversaire, un peu à la manière d'une offensive localisée sur un front et ensuite qu'on exploite une fois que la brèche est lancée, on exploite. Il y a un peu une analogie comme ça à faire, quoi. Oui, une analogie qu'on peut faire avec les niveaux tactiques ou opératifs. Ça, Michel Goya l'a très bien montré dans la manière dont on se comporte au combat. Vous êtes dans une situation où vous avez nécessairement peur. Vous avez dans un groupe humain des leaders, des suiveurs et des fuyards. Si des fuyards, c'est-à-dire les gens qui sont moins forts que les autres psychologiquement, prennent l'ascendant, vous avez des effets de panique qui font que vous pouvez avoir un détricotage complet de votre système de force à un moment donné. Inversement, des unités plus petites qui se tiennent mieux, à des endroits qui sont mieux choisis, peuvent avoir une capacité de résistance, donc de volonté, d'expression de la volonté qui est beaucoup plus forte. Donc c'est pas seulement une question d'accumulation de ressources matérielles, non pas que ça joue pas, ça joue, mais à l'origine de tout, l'essence même de la stratégie, c'est l'opposition à une volonté. Si vous êtes capable de faire craquer cette volonté, de la faire renoncer, et c'est aussi une question, quand on parle de dissuasion, c'est faire renoncer avant même qu'il prenne les armes quelqu'un, c'est empêcher quelqu'un de faire quelque chose, vous le dissuadez de faire quelque chose, ça procède de la volonté, donc de la psychologie. La stratégie, c'est d'abord de la psychologie. Je peux signaler par ailleurs que Michel Goya a préfacé votre biographie du général Beau. Et j'en suis ravi. 4e ? La stratégie se doit de manœuvrer dans le temps, comme elle avait appris à le faire dans l'espace. La stratégie dans l'espace, c'est relativement facile à imaginer. On comprend qu'un stratège sur le terrain des opérations, il a des forces qu'il déploie sur un champ de bataille. Et donc la stratégie, ça ne peut pas exister si vous ne prenez pas en compte les notions de terrain, c'est-à-dire d'espace, les masques, les possibilités de pénétration, les obstacles. Quand vous pensez la stratégie, vous la pensez forcément appliquée dans un espace. Trop souvent, on oublie qu'elle doit se penser dans le temps. Alors le stratège, c'est-à-dire le chef de guerre, lui le sait, parce qu'il est pris par les délais. Mais bien souvent, le stratégiste, donc celui qui pense la stratégie, peut être là, dans ce studio, ou dans une université, ou dans un centre de recherche, a tendance peut-être parfois à négliger le facteur temps. Or, ce facteur temps, il est absolument essentiel. Et Beauf nous rappelle que la stratégie est dynamique. Je le disais, ce n'est pas un livre de recettes. En fait, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes opposé à une volonté qui, elle, s'adapte. Donc, elle n'attend pas nécessairement que vous lui délivriez le programme de votre recette. Et à chaque fois que vous allez faire quelque chose, il faut vous attendre à ce que la volonté adverse vous contraigne, vous repousse, vous dépasse. Et donc, il faut être dynamique, anticiper et savoir raisonner de manière itérative, c'est-à-dire en réinjectant dans votre propre raisonnement tout ce qui est en train de se produire. Donc, la stratégie est nécessairement dynamique. Et c'est donc, chez Beauf, une manière de penser, c'est-à-dire une manière d'être au monde. La stratégie, c'est une manière d'être au monde. Ce n'est pas l'application de recettes, c'est une manière d'être au monde. Or, cette manière d'être au monde, je l'ai dit tout à l'heure, elle suppose quand même que vous ayez un adversaire. Donc, il ne faut pas être en stratégie en permanence. Vous n'êtes pas en stratégie avec des gens que vous appréciez, que vous aimez. Vous êtes en stratégie avec un adversaire, mais quand vous êtes en stratégie, vous devez vous adapter en permanence et avoir un coup d'avance sur votre adversaire. Alors, quelques remarques. Déjà, c'est très intéressant parce que ça renvoie à quelque chose qui est devenu très hégémonique depuis 40 ans, qui est ce qu'on appelle souvent les boucles ODA, c'est-à-dire l'idée que, alors c'est une théorie de Boyd, c'est-à-dire observer, orienter, décider, agir. Et c'est une théorie d'ailleurs qui est critiquable. Olivier Schmitt l'a notamment critiqué dans un ouvrage sur le temps dont il était venu parler à ce micro, le temps dans les questions militaires. Mais c'est intéressant puisque toute cette théorie, c'est de dire qu'il faut avoir des boucles ODA plus serrées que son adversaire, et que plus on a des boucles serrées, c'est-à-dire plus on est capable d'analyser, d'orienter, de décider et d'agir vite, en gros que c'est celui qui réussit à faire la boucle la plus serrée qui gagne. Deuxième chose, et une remarque, c'est aussi pourquoi c'est si difficile, c'est que disons, c'est des arborescences. C'est-à-dire, si vous c'est beaucoup plus facile de concevoir la stratégie comme grandes orientations. Si vous rajoutez le temps, ensuite il y a des étages à l'arborescence. C'est-à-dire, vous prenez une décision A ou B, et ensuite il y a des choix qui s'ouvrent. Et donc c'est très difficile, avant le conflit, de penser tous les cas possibles si on rajoute le temps dedans. C'est plus facile de ne concevoir que des grandes options que d'imaginer déjà
l'itération au fil du temps des adaptations de la stratégie, quoi. Mais c'est parce que les itérations, vous devez les penser alors que le temps s'écoule, que vous êtes dedans. C'est pas avant, c'est pendant. Et donc Beauve prenait un exemple assez célèbre, parce qu'il aimait beaucoup un certain nombre d'images. Il prenait des exemples de l'anatomie. Il disait qu'un stratégiste, c'est quelqu'un qui opère un patient dont la maladie change, avec des outils qui changent en permanence sur une table d'opération qui change. Ça veut dire que pendant l'action, au moment où vous êtes engagé dans le rapport à votre adversaire, pas en planification, mais en action, vous êtes obligé d'intégrer tous les paramètres qui changent en permanence. Et donc, c'est pas. Vous pouvez effectivement en planification élaborer des arborescences, et elles peuvent être effectivement infinies. Elles vous permettent en fait de travailler des options et de les éliminer au fur et à mesure et de gagner du temps sur les choix que vous aurez à faire après. Mais pendant l'action, c'est-à-dire dans l'opposition à cette volonté adverse, vous devez vous adapter en permanence et essayer d'être plus rapidement adaptable que votre adversaire. C'est là où, d'une certaine façon, les questions d'espace et de temps se rejoignent, puisque le rapport entre l'espace et le temps, c'est la vitesse. Donc la vitesse à laquelle vous êtes capable de faire les choses, soit en accélérant, ou paradoxalement, soit en ralentissant, vous permettent de prendre des contre-pieds, de surprendre et de battre votre adversaire, et de contraindre la volonté adverse. Mais c'est bien dans l'action, ça se fait. Et enfin, la dernière. Et la dernière, l'information exploite les passions latentes pour faire naître et développer l'indignation et l'enthousiasme pour une cause. Vous trouvez ça dans Stratégie pour demain, qui est un texte tardif. Dès l'introduction à la stratégie, dans les années 60, Beauve estime que la dimension informationnelle est importante. Il le dit d'ailleurs dans les textes des années 40, en parlant de la manipulation que vous pouvez faire d'une opinion. Bon. Mais avec les moyens de l'époque. Là, dans les années 70, il dit les masses médias, puisqu'il utilise le mot à la mode à l'époque, il dit les masses médias sont telles que vous êtes capable de faire tomber une volonté adverse sans même sortir vos chars de la caserne, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la dimension de manœuvre intérieure, manœuvre extérieure de l'opinion internationale, l'opinion d'un pays, peut vous amener à faire chuter une opinion adverse. Et cette phrase, elle nous dit quelque chose, elle nous dit que un certain nombre d'informations, qui sont vraies ou fausses, peuvent provoquer des effets d'indignation collective ou d'enthousiasme collectif qui sont exploitables et qui peuvent à faible coût vous amener à des résultats extrêmement prometteurs. Ce qu'il dit par ailleurs, mais ça c'est dans un texte des années 30, c'est là où il y a une certaine continuité dans sa pensée, c'est que c'est un levier qui est très puissant mais qui est difficile à maîtriser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé quelque chose, ça peut produire les effets que vous voulez, mais ça peut avoir des effets complètement contraires, vous ne les mesurez pas. Voilà, c'est l'effet en fait contre-productif de ce type de levier. Mais pour le coup, et ça rejoint ce que je disais sur la dimension psychologique. En fait, la volonté adverse, c'est l'essence même de l'opposition. Et si cette volonté s'incline, vous avez gagné, avant même d'avoir utilisé la moindre ressource matérielle. Merci beaucoup, Général. Merci beaucoup. Je vais rappeler donc les références de cette biographie. Le général Beaufre, père de la stratégie française, paru chez Perrin. Je peux signaler aussi pour ceux que ça intéresse, qui voudraient une version plus compacte, que vous avez écrit un chapitre sur le général Beaufre dans Les maîtres de la stratégie de Sun Tzu à Warden, qui est paru, je pense, il y a plusieurs mois, maintenant presque une année, sous la direction du général Benoît Durieux et d'Olivier Vievorka, au Seuil. Ouvrage dont je ne vais pas parler à ce micro, mais qui est très utile, très facile d'emploi aussi, quand on se pose des questions sur tel ou tel stratège, telle ou telle pensée stratégique. C'est un ouvrage qui est extrêmement utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais rappeler, donc c'est le début de l'été, quelques indications, dire qu'il y a encore quelques épisodes qui vont arriver les semaines suivantes. Je pense qu'il y en aura au moins tout juillet, parce que j'ai des trucs prévus et que du coup ça n'a pas de sens de les garder jusqu'à la rentrée, donc au moins tout juillet. Par ailleurs, je pense qu'on va repasser plutôt à 2 épisodes par semaine avec le vendredi les unpopular opinions, les opinions impopulaires, les opinions clivantes en histoire militaire qu'on a enregistrées avec André Loez, Antoine Bourguiot et Quentin Sancier. Donc saison 2, et ce sera donc tous les vendredis au fil de l'été normalement. Vous avez déjà dû en entendre un ce dimanche dernier, donc format court, tout au fil de l'été. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme d'habitude, toutes les remarques et commentaires sont bienvenus par mail sur les réseaux sociaux ou sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.